suis sans doute le plus mal placé pour parler de mes sculptures. Mais je le fais volontiers, je le fais avec un grand plaisir, même si ça me demande un très très gros effort. J'ai du mal à parler en public. Mais bon, je le fais et j'espère que vous m'en voudrez pas trop s'il y a des moments où je bafouille un petit peu. D'autant que cette visite est compliquée à faire parce qu'il ne faudrait pas que je commence par cette sculpture. Il faudrait que je commence par d'autres qui sont au milieu de l'expo, mais après il faudrait qu'on revienne ici, il faudrait qu'on reparte. On ne ferait que naviguer en définitive d'une pièce à l'autre et on n'arrêterait pas, si vous voulez, de se balader. Donc j'essaye qu'il y ait une cohérence géographique, on va dire, mais je ne devrais surtout pas commencer par celle-là parce que c'est quelque chose de plastique que je vais vous expliquer avec ça. Et en définitive, il faudrait plutôt que ce soit au milieu de la visite. Mais tout d'abord, sachez bien une chose, je suis sculpteur. Donc, mon travail, c'est de faire des sculptures. Qu'est-ce que c'est une sculpture? C'est simplement un volume dans l'espace. Ça se résume à ça. Et même si je suis figuratif, si vous voulez, c'est-à-dire donc que je m'intéresse à nous, à nos corps, mes sculptures ne sont pas des êtres humains. Mes sculptures sont l'émotion que j'ai par rapport à un être humain. Mes sculptures sont issues de vous, issues de ce que je vois de vous. Mais elle ne vous représente pas. J'ai commencé la sculpture à 14 ans et j'ai du métier. Je sais faire un portrait qui ressemble à un portrait, vous inquiétez pas, j'ai appris. Mais aujourd'hui que j'ai plus de 40 ans de métier, je ne verrai pas d'intérêt, si vous voulez, à reproduire vos têtes, si vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin. Vos têtes, je les ai déjà faites quand j'avais 16, 17 et 18 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi je me serais enfermé. Imaginez Picasso qui peint la période bleue quand il a 20 ans. Si à 93, quelques temps avant sa mort, il peignait toujours la période bleue, quel ennui pour lui. Quel ennui ça aurait été sa vie. Alors qu'on a la chance d'avoir un travail qui nous offre une liberté énorme. On a la chance d'avoir un travail qui nous permet la curiosité. Et cette curiosité-là, évidemment que je m'en sers. Autrement, ce serait ridicule. C'est-à-dire que quand on vous offre la liberté, il faut la prendre. Cette liberté, au départ, quand j'avais 14 ans, je croyais que c'était une autoroute. Je croyais que c'était vraiment large. Sauf que je n'avais pas le métier pour occuper toute l'autoroute. Il y avait l'abstraction, il y avait le conceptuel, il y avait la couleur, il y avait tout qui m'intéressait. Et petit à petit, j'ai eu des expériences, j'ai fait de la sculpture abstraite, j'ai fait de la sculpture. Et petit à petit, j'ai resserré cette route pour trouver quelque part mon chemin. Et c'est un chemin très étroit que j'emprunte aujourd'hui, puisque je suis figuratif et que je crois que je le resterai jusqu'à la fin de mes jours, parce que je sais que c'est là-dedans que je peux gagner et que je peux trouver, puisque c'est en plus la seule maison qu'on nous a offerte. Les autres, il faut se les payer. Notre corps est la seule maison qu'on nous a offerte. C'est ça que j'essaye de dire à travers ma sculpture. Donc vous vous trouvez devant cette pièce. Et là, je vais vous parler un peu technique. Cathy, tu me passeras à boire. Excusez-moi, je bois beaucoup quand je parle. Je dis toujours qu'il n'y a pas de creux, qu'il n'y a pas de trou dans ma sculpture. Il y a des formes concaves et des formes convexes. Mais là, ce n'est pas un trou. Ce serait un trou si c'était un être humain. Mais ma sculpture n'est pas un être humain. Je voulais, quand j'ai fait cette sculpture, avoir un torse très long. Et pour allonger ce torse, si j'y avais laissé le ventre, ça veut dire que je viendrais là, et si je mets le pubis, je me retrouve là. Et comme on sait que le sexe est au milieu du corps, on se serait retrouvé, on n'aurait pas eu les cuisses. Vous diriez, ah ben le torse est très très long, mais les cuisses sont très courtes. Et dans ces cas-là, c'est très facile de faire croire que quelque chose est très long si on raccourcit ce qu'il y a à côté. Alors effectivement, le torse est très long, mais ça ne tient pas. Donc, j'ai triché. J'ai arraché cette partie du ventre pour qu'il y ait une fluidité, pour qu'il y ait quelque chose qui rentre, et surtout, pour nous permettre de croire, et c'est triché, c'est une déformation, c'est une traduction de la réalité, qui nous permet de croire que ces cuisses sont très longues. Si vous les regardez de profil, vous avez l'impression que la cuisse s'arrête là. Et ça lui donne une longueur normale. Et de ce côté, c'est pareil. Et d'autant que pour montrer que ces cuisses sont normales et que le torse est très long, j'ai raccourci un petit peu les tibias. Là, j'ai volontairement raccourci un petit peu les tibias pour que la cuisse nous paraisse un peu plus longue et le torse très long.
D'autant que pour prolonger ce torse, j'ai mis cette espèce de chevelure qui nous permet de voir ce plan. Donc c'est-à-dire que inconsciemment, vous avez l'impression que cette sculpture continue jusqu'à la tête, ce qui prolonge davantage. La sculpture a vocation à prolonger les lignes dans l'espace. C'est sa raison, c'est son but. Une sculpture en plus, et c'est très important, doit contenir tout ce qu'elle ne montre plus. C'est-à-dire que cette sculpture doit vous montrer toute la jeunesse qu'elle a eue, sa jeunesse d'avant. Elle ne vous la montre plus, mais elle doit la contenir. Et c'est ça, l'ambiguïté. Quand on regarde mon travail, c'est ce qui fait qu'il est acceptable, c'est ce qui fait qu'il est regardable, autrement il serait insupportable. Mon travail est supportable parce que, au fond de lui, il y a toujours l'idée de la jeunesse, il y a toujours l'idée de la vie qui est inclus dedans. Et ça, j'en suis persuadé. Sauf que c'est difficile à voir parce que c'est masqué derrière quelque chose de très sombre. Et celle-là nous montre aussi une sorte de Mater Dolorosa qui serait perdue dans son reflet. On va passer au parc. Bah écoutez, ça me fait super plaisir que vous soyez nombreux. Ça me flatte, j'espère que je serai à la hauteur, donc si je ne suis pas à la hauteur, pardonnez-moi. Je vais essayer, je ferai ce que je peux. Mais ça me fait vraiment super plaisir. C'est bien, je préfère que vous soyez là tous, plutôt qu'il n'y ait que 2 ou 3 personnes. Je serais content de le faire aussi, mais bon, ce serait moins drôle pour moi, quoi. Je sais par expérience, si vous voulez, que cette sculpture est sans doute la plus dure que les gens, pour les gens, quand ils la voient. Alors que pour moi, c'est le souvenir de quelque chose de merveilleux, puisque là, c'est la naissance de mon fils aîné. Et j'ai été, comme une grande majorité, enfin comme de nombreux parents, j'ai mis mon fils, mes fils, parce qu'il y a eu le fils aîné, mais j'ai eu la chance d'en avoir un second, j'ai mis mes enfants dans un parc, comme nombreux. Et je trouvais ça quand même relativement terrible, si vous voulez. Je trouvais ça très dur. Je trouvais ça carcéral de mettre un gamin dans un parc. C'est quand même l'isoler entre 4 grilles. Et ça a été quelque chose que je n'aimais pas du tout. J'ai donc décidé de faire une sculpture avec un gosse dans le parc qui essaierait de vous raconter ça, qui essaierait de vous raconter l'émotion que j'ai eue. Et j'attaque le parc et j'ai mis un gosse dedans. Et ça a été un fiasco. La sculpture était vraiment de très mauvaise qualité. C'était très mauvais. Ça ne répondait pas du tout à ce que je voulais. Et bon, voilà, c'est foutu, c'est raté, c'est une pièce, voilà, c'est mauvais. Donc j'ai enlevé le gosse. Et vu le format que je voulais avec un enfant, j'y ai mis une naine dedans. Fiasco encore plus terrible. J'ai sorti la naine et j'ai décidé d'y mettre une grand-mère. Alors, fiasco encore plus terrible. Qu'est-ce que pouvait bien faire une grand-mère dans un parc d'enfants? Alors je veux bien croire qu'on peut se penser surréaliste, mais là, en fait, ça ne marchait pas du tout. Un jour, en rentrant à l'atelier, à l'époque, je travaillais beaucoup la nuit. Je vais à l'atelier à minuit pour travailler sur la famille que vous avez derrière. Et en voyant cette pauvre grand-mère dans le parc, dans son parc, j'ai vu ça, j'ai dit, mais que t'es con, il faut le remplir. Et j'ai fait un croquis en vitesse pour attaquer le parc que vous avez sous les yeux. Il faut savoir que c'est une sculpture que j'ai montée en plâtre directement. C'est-à-dire, c'est tout simple comme technique, c'est des barres de ferraille comme les barreaux que vous avez là, qui servent d'armature pour les jambes, un peu de polystyrène qui dégrossit la forme du torse, une petite barre de ferraille pour faire le cou, et un peu de polystyrène pour faire la tête. Ce qui est très important, et que je passe des heures et des heures à régler, c'est les positions du regard. Où vont regarder ces enfants? Ils pourraient tous regarder dans la même direction, ils pourraient tous regarder à l'air, tous en bas, mais pour moi c'est primordial. Donc avec un feutre sur le polystyrène, je marque les yeux. Et une fois que j'ai marqué les yeux, je considère, si ça me plaît, si la position me plaît, je considère que la sculpture est construite. Mais il s'avère que, une fois qu'elle est construite, elle n'est quand même pas finie. Et qu'il faut quand même essayer de travailler les têtes. Il faut les modeler.
Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je passe nulle part avec les outils. Je passe pas. Donc ce que j'ai été obligé de faire, j'ai coupé toutes les têtes, j'ai tout repéré, j'ai coupé toutes les têtes et j'ai fini les 3 que vous avez là. Et après, j'ai fait en m'éloignant. Pour les jambes, idem. Il a fallu que je coupe tous les barreaux, que je coupe toutes les jambes et que je garde les jambes centrales. Et j'ai calé, évidemment, pour pas que ça me tombe dessus. Et j'ai passé 2 mois dans les 50 cm à modeler des jambes et des pieds. Je vous promets, passer 2 mois dans 50 cm à modeler des jambes, vous en avez marre à la fin. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'en avais marre de modeler ces jambes qu'à la fin, une fois que j'ai eu terminé mes personnages, il me restait une jambe dans les mains. Alors là, il y avait 2 solutions si vous voulez. Soit j'avais monté, ils sont 34, donc soit j'avais mis une jambe de trop, soit il y avait un unijambiste. La vérité, c'est que c'est un unijambiste qui est assez celui-là. Bon, sur le truc, personne ne le... Si je ne vous le dis pas, personne ne le verra. Et puis bon, voilà, ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui n'aient qu'une jambe. Donc, ce parc, une fois qu'il a été achevé, je crois qu'il répondait parfaitement au sujet que je voulais traiter, c'est-à-dire quelque chose de carcéral, quelque chose que j'avais ressenti en mettant mon fils dans ce parc. Donc ça répondait parfaitement à mon sujet. Par contre, la vision que vous avez et les références que nombreux font avec cette sculpture à la Shoah, évidemment que je ne traite pas de la Shoah. Évidemment que pour moi, je me sentirais ignoble si je traitais la Shoah. C'est un sujet qui est interdit. On ne fabrique pas de sculpture avec l'horreur. C'est impossible. Le seul sujet qui y est à un sculpteur ou à une sculpture, c'est la beauté. L'horreur ne peut pas être un sujet. Vous savez, il n'y a rien de plus simple que de faire gueuler une sculpture. Il suffit de lui ouvrir la bouche plus fort et ça va gueuler plus fort. Et sur un tableau où vous mettez du sang et des tripes, ça va gueuler. Sauf que ça sert à quoi? Ça dit quoi? Les seuls qui ont le droit de traiter de l'horreur et qui ont le droit de traiter éventuellement de la Shoah, c'est ceux qui l'ont vécu dans leur chair. Eux, ils ont le droit. Mais moi qui n'ai pas été confronté à ça, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Quand Zoran Music, qui rentre des camps de la mort et qui ramène des croquis qu'il avait planqués dans Mein Kampf, qu'il avait planqués au risque, s'il avait été pris, d'être exécuté dans la seconde, à la fin de à la libération du camp, avec les forces qui lui restaient, il est allé chercher les croquis dans Mein Kampf et il les a ramenés, il les a fermés dans un dossier, il les a gardés 8 ans sans les ouvrir. Et au bout de 8 ans, il a sorti une série de gravures et de peintures qu'il a appelées « Nous ne sommes pas les derniers ». La première fois que j'ai vu cette série, j'avais 32 ans, c'était au Salon Saga à Paris. La première des choses que j'ai dit, et la première impression que j'ai eue face à ça, j'ai dit « Putain que c'est beau ». Et ce jour-là, on peut se dire une chose. On peut se dire que Zoran Music, qui a ramené ça des camps de la mort, qu'un jeune couillon de 32 ans trouve ça beau, on peut dire que ces gens-là rehaussent l'humanité. C'est grâce à des gens comme ça qu'on peut encore marcher debout et la tête haute. Un artiste doit apporter ça. Un artiste doit nous dire des choses importantes. Mais un artiste ne doit pas se complaire dans la douleur. C'est-à-dire que Zoran Music, qui vit les camps de la mort, qui ramène des croquis et qui en fait encore de la beauté, malgré le sujet, malgré l'effroi, malgré la peur, malgré la douleur, ceux-là, on peut dire que ce sont des grands hommes. On va passer à la famille. J'ai fait cette sculpture donc juste avant d'avoir fait le parc, à peu près à la même période. Et au départ, je voulais juste faire un couple. Sauf que je ne sais pas comment j'avais monté les armatures, je ne les avais pas montées comme il fallait en tout cas. Et j'avais un vide entre les 2 personnages qui n'était vraiment pas beau. Un vide vraiment vide. J'arrivais pas à le combler si vous voulez. Donc dans ces cas-là, comme une fois sur 2, je détruis la sculpture. Il faut que vous sachiez que je détruis à peu près une sculpture sur 2 que je fabrique parce qu'elle ne correspond pas, parce qu'elle ne répond pas à ce que j'aime et qu'elle me déplaît. Donc j'avais 2 solutions. Ou je trouvais une solution pour régler la sculpture, ou je la détruisais. Et instinctivement, il m'est venu l'idée de mettre le 3e personnage entre les 2. Et ça m'a calé l'ensemble. Donc vous voyez que d'une erreur initiale, on peut quand même arriver à faire une sculpture. D'autant que celle-là, elle m'est venue absolument gratuitement.
celle-là, ça a été un cadeau. C'est pour ça que c'est ma préférée. C'est pas que je trouve qu'elle est meilleure que les autres, ou je m'en fous. Celle-là, quelqu'un me l'a donnée, je ne sais pas qui, mais j'ai mis 2 jours et demi pour la faire, ce qui est impossible. Aujourd'hui, vous me demanderiez de refaire cette sculpture en 2 jours et demi, je vous dirais que je n'ai pas le temps matériel pour la refaire. Je vous dirais, il y a les armatures, il y a du plâtre. Et effectivement, je n'ai pas le temps de faire cette sculpture en 2 jours et demi. Et pourtant, je vous promets, je l'ai attaqué le lundi matin, et le mercredi à midi, j'avais ça sous les yeux. Je vous promets, c'est des moments de grâce, c'est des moments gratuits, mais c'est des moments qui n'arrivent que quand on a beaucoup travaillé. Parce que malheureusement, ce n'est pas tous les temps. C'est un peu comme chez les sportifs, si vous voulez. Moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. C'est un peu comme chez les sportifs, le second souffle. Moi, je sais ce que c'est le second souffle. On court longtemps, on est crevé, on n'en peut plus, et au bout d'un moment, ça va mieux. C'est-à-dire que le cerveau nous balance des endorphines. Et bien, je crois que pour la sculpture, ça doit être un peu comme ça. Il y a quelquefois de beaux cadeaux. Et ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Il faut savoir donc, que ce personnage, le troisième qui est venu, et avec ses bras écartés qui est venu caler l'ensemble, évidemment qu'aujourd'hui, quand on voit ça, on se retrouve devant une forme religieuse. Je ne suis pas croyant, malheureusement, j'ai envie de vous dire. J'aimerais bien avoir la foi, mais je ne l'ai pas. Mais malgré tout, j'ai fréquenté les églises. Je vais souvent voir les églises. Je suis habité et j'ai cette culture qui m'appartient, qui est une culture catholique, puisque tout jeune, ma mère m'a mené à la messe. Et c'est à l'église en plus où j'ai appris et où j'ai compris que j'avais cette obsession du temps. À l'église, je m'ennuyais quand j'allais à la messe, donc j'avais appris pour passer le temps à compter la messe. Donc la première messe, elle a dû durer 3600. Et la messe d'après, je me disais, t'as qu'à compter plus lentement, comme ça tu auras l'impression que ça dure moins. Et donc je comptais toutes les messes. Mais en comptant les messes, je regardais aussi ce que j'avais autour de moi. Et cette tradition de la sculpture catholique ou de la peinture catholique, évidemment que je l'ai emmagasinée en moi, évidemment que je l'ai au fond de moi, évidemment que ma culture occidentale et chrétienne, je l'ai, alors que je n'ai pas la foi. Il faut savoir qu'une sculpture se bâtit sur des oppositions. Donc vous avez là le b.a-ba de la sculpture et des oppositions, c'est-à-dire vous avez une ligne horizontale, c'est tout ça qui monte, et une verticale qui monte et une horizontale qui vient caler l'ensemble. On est dans la chose la plus simple du b.a-ba de la sculpture, c'est-à-dire la forme de la croix. Et vous voyez que là aussi, ça répond à quelque part à une forme de christianisme. Elle est bâtie sur des oppositions aussi, parce que vous avez les deux personnages qui sont véritablement ancrés dans le sol. Tout ce temps, les mains nous dirigent vers le sol. Et vous avez l'autre, le personnage central, qui est presque en lévitation. Donc il y a une opposition de forme et il y a une opposition de direction. Il y a aussi une autre opposition qui est plus importante. Si vous regardez bien, les trois personnages, aucun des trois personnages ne regarde dans la même direction. Quelque part, chacun regarde son salut ou cherche son salut ailleurs. Donc c'est encore une autre opposition. J'ai appris à Sijan, en visitant la réserve africaine, ce que pouvait être un groupe. Un jour, je marchais très vite près de l'enclos des guépards, et j'ai dû faire du bruit, je les ai dérangés, et tous se sont figés dans la position où ils étaient, ils ont tous tourné la tête vers moi, et ce jour-là, j'ai compris qu'un groupe n'avait pas besoin d'être complètement lié pour être un vrai groupe. Qu'on pouvait être à des positions très différentes dans l'espace, pourvu qu'on regarde le même point. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ça, que j'ai attaqué la sculpture que vous avez là-bas qui s'appelle la conversation. Et ça reprenait cette idée du vide, parce que je suis quand même un ténius, si vous voulez. J'aime pas lâcher le morceau comme ça. Je m'étais retrouvé avec un couple qui marchait pas parce qu'il avait du vide entre. À partir de là, ça m'intéresse. À partir de là, donc j'ai dit, eh bien, je vais essayer de faire un groupe de deux personnages avec du vide entre eux et remplir ce vide. Donc je l'ai rempli avec la position des bras, avec la position des têtes. Mais je n'aime pas les échecs, alors que je détruis beaucoup. Vous avez aussi une opposition. C'est une sculpture qui est très frontale, comme ça, d'aspect, quand on la regarde, on dirait qu'elle est vraiment frontale. Mais si vous la regardez bien, vous avez une forme concave.
Cette forme concave, je vais vous en parler toute la visite, parce que c'est une forme que j'utilise réellement très souvent, très fréquemment, parce que je considère que c'est une forme qui est protectrice. C'est une forme qui est très douce. C'est une forme dans laquelle on pourrait presque aller se lever, si vous voulez, aller se remettre, presque comme si on rentrait dans le ventre maternel. Il y a quelque chose de cet ordre. Donc cette forme très douce nous permet de supporter ces têtes qui sont pratiquement des crânes. C'est cette espèce d'ambiguïté qu'il y a entre le fond et la forme qui m'intéresse. La plus belle définition que je connais de la sculpture, c'est Victor Hugo qui l'a donnée. Alors oui, lui ne parlait pas de sculpture, mais il parlait de littérature. Il a dit « la forme, c'est du fond qui remonte à la surface ». C'est-à-dire qu'une forme, aussi belle soit-elle, aussi parfaite soit-elle, une forme qui n'aurait pas de fond, qui remonterait, qui viendrait et qui permettrait à ce que la forme soit issue de ce fond, cette forme n'existe pas. Donc une sculpture a besoin de quelque chose qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous me regardez, si vous regardez ma peau, si vous me voyez moi, ce que vous voyez là, tout ça n'existe pas. Nous n'existerions pas s'il n'y avait pas à l'intérieur de l'os, du sang, de l'énergie, du muscle et de la volonté. Donc je suis ce que vous voyez de moi, c'est la résultante de ce qu'il y a dedans. Et ma sculpture essaye de vous montrer aussi ce qu'il y a dedans. L'autre jour, je faisais une visite guidée avec des gamins d'une classe de maternelle. Et un gamin m'a posé une question que je ne m'étais jamais posée, c'était vraiment drôle. Il me dit « Mais pourquoi elles sont toujours toutes nues ?» J'étais franchement un peu comme un couillon pour répondre à ça. À vrai dire, je n'avais jamais réfléchi à ça. Et j'étais bien embêté. Et j'ai fini quand même par lui dire « Mais tu sais, l'habit ne fait pas le moine. Donc j'enlève l'habit. Et puis des fois, pour voir un peu en dessous, pour essayer de trouver une vérité un peu plus vraie, il m'arrive aussi d'enlever un peu de peau. On va aller avec les tonneaux. J'ai fait cette série de 12 sculptures que j'ai appelée mon testament. Quand j'ai eu la proposition, enfin on m'avait fait une proposition de faire ma première rétrospective à Auberive pour mes 50 ans. Donc pour un artiste, si vous voulez faire une rétrospective, c'est vachement bien. Ça fait vraiment plaisir, on va faire le constat de son travail. Mais c'est quand même un peu flippant, pour vous dire la vérité, parce qu'à 20 ans, on ne me proposait pas des rétrospectives, quoi. Donc quand on vous dit une rétrospective, vous dites, vous êtes flatté, et puis de l'autre côté, vous vous dites, c'est quand même pas si drôle que ça. Et j'ai accepté, parce que j'aime bien qu'on me flatte, et ça me faisait très plaisir, puis ça me permettait de faire le constat de qu'est-ce que j'avais produit quand même dans ce début de vie, on va dire. Parce que ça me faisait tellement peur que quand j'ai fait mon discours là, j'ai dit, on va dire que c'est la rétrospective des œuvres de jeunesse, pour me laisser un peu de temps. Mais j'ai eu l'idée quand même, puisque j'avais cette rétrospective, de faire des sculptures exprès pour. Et j'ai pas pu les réaliser, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas intéressant. Mais dès que j'ai eu fini la rétrospective, j'ai attaqué ces sculptures. Il faut savoir que ce sont les sculptures qui m'ont coûté le plus cher. C'est les sculptures qui m'ont fait le plus mal. C'est les sculptures qui m'ont mis dans un état qui était limite. J'avais tiré sur la ficelle vraiment très fort et j'étais aux limites de me rompre. J'étais épuisé moralement, épuisé physiquement et épuisé à tout niveau. Il ne fallait plus rien me demander. C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. J'avais ces 12 sculptures autour de moi dans l'atelier. Je me suis assis sur une chaise. J'ai roulé une cigarette, j'ai allumé la cigarette et j'ai dit « Ouf, c'est fini ». Je vous promets, je l'ai dit. Ouf, ouf. On n'en parle plus. Donc j'ai fait ces sculptures qui représentent 12 anecdotes de ma vie. 12 faits qui me sont arrivés. 12 choses que j'ai vécues. Et je ne les raconte pas, si vous voulez, parce qu'elles ne regardent personne. Et dans 3000 ans, je ne serai pas là pour les raconter. Par contre, si vous regardez ma bio, il y a des choses qui sont éclairantes. Donc, j'ai décidé que ces 12 sculptures représenteraient
chacune un mois de l'année. Donc la première, c'est janvier, février, mars. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce que c'est qui m'est arrivé d'important en janvier, qu'est-ce que c'est qui m'est arrivé d'important en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, jusqu'à décembre. Et j'avais 11 mois où j'avais la solution, où j'avais quelque chose d'important qui m'était arrivé, et en novembre, j'avais rien. Donc, novembre, c'est la sculpture que j'ai faite en dernier. Parce que vu que j'avais rien, j'espérais qu'entre-temps, me viendrait une idée lumineuse, me viendrait quelque chose. Sauf que je vous l'ai dit, j'étais dans un état d'épuisement comme j'ai jamais été. Et quand je dis d'épuisement, c'est vraiment épuisé à tout niveau. J'ai pensé, j'ai dit, mais merde, s'il m'est rien arrivé en novembre, je vais mourir en novembre. Et j'ai dit, c'est hors de question. Pas question, ça, je ne fais pas ma mort. Pas possible. Imaginez tout le 30 octobre. Les 30 octobre. La nuit du 30 octobre. Quand vous savez que vous allez mourir en novembre. Eh bien, il vous tarde d'être le 1er décembre. Ça vous laisse, vous me direz, ça vous laisse un an. Ou 11 mois tranquille. Donc, j'ai dit, c'est hors de question, je ne fais pas ma mort. Pas possible. Le seul truc, c'est que je dis toujours comme un boutade, et j'aimerais que ça m'arrive vraiment, je dis que j'aime tellement la vie, ce qui est vrai, je dis que j'aime tellement la vie que je voudrais vivre jusqu'à 150 ans. Et ça m'est revenu en même temps. Et j'ai dit, ben, ok, d'accord, je fais ma mort, mais je vais la dater. Et c'est la seule sculpture que je datais, elle est datée là, novembre 2112. Ce qui me fait mourir à 151 ans, je me suis mis un an de rab, au diable l'avarice. Donc après, plastiquement, j'ai choisi de modeler ces sculptures en terre. Parce que ça aussi, le matériau qu'on choisit de travailler est très important, nous dit des choses. Donc, dans ces sculptures, vous pouvez voir qu'il y a mes traces de doigts. Et la terre se prêtait complètement à ça. Je voulais laisser une empreinte, c'est mon testament. Donc je voulais laisser une empreinte. Donc je voulais en plus travailler vite, je voulais aller chercher ça. Il fallait vraiment qu'il y ait du moi dedans. Donc j'ai travaillé et j'ai choisi de travailler la terre. Et c'est très important. Mais si vous regardez bien, et j'ai choisi aussi de travailler sur une forme ronde, qui est une forme que j'utilise très peu, et pour vous dire la vérité, je crois que j'en ai fait 3 autres. Donc j'ai fait 15 sculptures dans ma vie qui ont des formes rondes comme ça, parce que c'est une forme qui n'est pas sculpturale. On dit qu'en règle générale, si vous voulez, la sculpture doit tendre vers le carré pour pousser davantage les lignes, si vous voulez. Mais là, j'aurais jamais pu faire ces sculptures comme ça, ce testament-là, s'il avait fallu que j'aille me cogner aux angles. Parce que ce que j'aimais bien dans cette forme ronde, c'est que c'est une forme qui ne s'arrête jamais. C'est une forme qui continue toujours. C'est pour ça que j'ai choisi la forme ronde. Donc si je prends cette sculpture, qui est ma mort, je vous la montre comme ça. Vous voyez très bien que si je ne mets pas le poulet, je me retrouve dans du vide. Et avant tout, je suis quand même sculpteur. Donc mon boulot, c'est d'occuper l'espace. Et là, l'espace n'était pas occupé. Alors, dans ces cas-là, comme je l'ai fait dans de nombreuses reprises dans ces sculptures, on peut mettre des branches. J'aurais pu mettre un bouquet de fleurs, j'aurais pu mettre, je ne sais pas, un bout de carton qui pend. Il fallait occuper l'espace. Et il fallait occuper l'espace, comme je vous ai dit tout à l'heure, par une opposition. Donc vous, vu que vous avez cette forme qui monte comme ça et qui est dynamique dans ce sens, il fallait qu'il y ait quelque chose qui vienne s'opposer et qui descende. Et j'ai pensé à Soutine. Soutine qui a peint énormément de poulets pendus comme ça. Et j'adore Soutine, c'est un peintre que j'aime beaucoup. Donc j'ai dit, je vais faire un hommage à Soutine à travers ce poulet. Et puis en plus j'ai dit, après tout, puisque c'est ma mort, adieu poulet. On va passer au psaume. Je déteste travailler le bois. Mais, comme vous voyez là, ce sont des sculptures qui sont faites en bois. Mais ce n'est pas du bois neuf. Je ne peux pas travailler du bois neuf. Ça m'est arrivé de le faire, mais c'est insupportable. Une fois, je suis rentré à l'atelier, j'ai dit, tiens, je vais faire un grand Christ brûlé. Donc il a fallu que je trouve un bout de bois. Et à l'époque, j'ai trouvé un bout de bois qui était en bon état, si vous voulez. Et je me suis ennuyé à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que ce que j'aime dans mon travail de sculpteur, c'est remettre en cause mon travail. C'est quand j'ai mis un bras comme ça, c'est essayer de voir s'il ne serait pas mieux comme ça. C'est chercher. Je passe plus de temps à casser mes sculptures qu'à les fabriquer. Parce que je cherche, parce que je ne sais pas, moi j'ai pas la science exacte. Je ne suis pas conceptuel.
Si vous voulez, je ne fais pas le dessin d'une sculpture que je vais réaliser ensuite. Si c'était le cas, je vous promets, je la ferai faire à d'autres. Il y a des patriciens qui sont tout à fait capables de le faire. Mais moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je ne suis pas conceptuel. Donc, quand je taillais ce Christ en bois, je vous promets, je trouvais que c'était d'un tel ennui. Parce que vous tracez le matin une ligne et vous passez la journée à tailler. Et pour moi, je m'ennuyais. Et j'ai continué pour la seule et bonne raison que j'ai trouvée, c'est dire, eh bien, moi qui ne suis pas costaud, au moins tu te muscles les bras. J'ai trouvé une raison à la faire. Donc, là, j'ai utilisé du bois. La première fois que j'ai utilisé du bois, c'est après une période de destruction où j'ai passé tout un hiver à détruire toutes mes sculptures. Je vous promets, c'est très long. Quand ça dure une semaine à détruire, ça va. 15 jours, ça va. 3 mois, tout un hiver, c'est parfaitement insupportable. Et je commençais à aller très mal. C'est pas agréable. Vous travaillez toute la journée, vous jetez le travail de la journée le soir, vous recommencez le matin, tout ça, ça dure 3 mois. Et ça devient complètement obsessionnel en plus. Je ne rêvais que d'une chose, arriver à faire une sculpture. Je disais, dans ma tête, je commençais vraiment à barjoter, je disais, pour faire le malin dans les vernissages, là t'es fort. Mais un sculpteur qui ne fait pas de sculpture, c'est pas un sculpteur. Donc j'étais presque en train de me dire, tu t'es trompé, fais un autre métier. Il va falloir que tu fasses, voilà, la sculpture, c'est pas pour toi, c'est pas ton truc, tu t'es trompé. Et j'étais désespéré, mais j'allais quand même modeler. Et je modelais des toutes petites choses en cire que je jetais, je les regardais même plus, j'étais en train de réfléchir. Et ma femme rentrait tous les midis à l'époque, parce qu'elle s'inquiétait vraiment pour moi, et pour essayer de me soutenir un peu le moral. Et donc je trouvais ça très sympa. Mais à un moment, un jour où elle était là à midi et demi, où elle venait d'arriver, j'avais une toute petite tête en cire dans les mains, et j'ai vu un petit bout de bois pourri qui traînait par là, et j'ai pris la tête en cire, j'ai collé. Et là, je vous promets, j'ai regardé, j'ai attendu que ma femme s'en aille, et là, je vous promets, j'étais pressé qu'elle parte, pour vraiment regarder et voir. Et j'ai levé la petite sculpture, ce qui allait devenir une petite sculpture, et j'ai dit merde, ça marche. Ce jour-là, j'ai travaillé pour la première fois du bois. Vous voyez comme quoi, il y a des hasards qui portent. Dans mon travail, je crois que celui qui travaille le plus, c'est le hasard. Moi, je ne fais pas grand-chose. Je suis juste là pour essayer de choisir ce que m'offre le hasard. Donc, je travaillais ce bois après cette période de destruction. Tout ça pour vous dire aussi que tant que j'aurai la force et le courage de détruire mes sculptures, j'aurai peut-être une chance d'arriver à quelque chose. C'est très important. C'est-à-dire que c'est le jour où je garderai tout, où je considérerai que tout est bon, ce jour-là, je serai réellement en danger et il faudra que je fasse vraiment attention. Donc, j'ai travaillé du bois et comme vous voyez, il y a aussi eu du bois brûlé. Ça, c'est un agglomérat de vieux bois que je vais chercher dans les collines et que je ramène et que j'agglomère. J'aime beaucoup ces sculptures, ce sont les dernières et à mon avis, par contre, autant la famille, c'est celle que j'aime le plus, on va dire, sur le plan émotionnel, autant là, je crois que plastiquement, c'est mes plus belles réussites. C'est les plus belles pièces, à mon avis, que vous avez dans l'expo. Pourquoi? Parce que j'ai appris la sculpture et on m'a appris ce que c'était. Et c'est un homme incroyable qui m'a appris la sculpture, enfin 2 sculpteurs. J'ai eu la chance d'être corrigé par 2 sculpteurs. Le premier s'appelait Fournier et lui m'a dégroussi. Quand j'avais 15 ou 16 ans, il m'a appris par exemple qu'une tête c'était pointu. Si quelqu'un vous le dit, il faut 10 secondes pour l'entendre et le comprendre. Si personne ne vous le dit, vous allez passer beaucoup de temps à le trouver. Il m'a appris qu'est-ce que c'était les proportions. Il m'a appris ce que je vous ai dit là tout à l'heure, qu'on était la résultante de ce qui poussait de l'intérieur vers l'extérieur. Mais aussi, j'ai eu un deuxième sculpteur qui m'a corrigé, et à qui je dois à peu près tout ce que je sais. J'étais en seconde et j'avais une prof d'histoire qui m'aimait bien, et j'avais dit à ma mère que j'arrêtais le lycée pour devenir sculpteur, et j'avais dit à cette prof d'histoire que j'arrêtais le lycée pour devenir sculpteur. Et elle me dit, mais Marc, est-ce que tu en as déjà fait quelques-unes? Et moi, bien sûr, à 17 ans, je faisais le malin, bien sûr que j'ai fait de la sculpture, presque j'étais Michel-Ange déjà. Donc, évidemment, et elle me dit, mais attends, Serge, mon mari, les premiers Grands Prix de Rome de sculpture. Elle m'organise et elle me dit, je vais t'organiser un rendez-vous avec lui et tu lui montreras ce que tu as fait, vous bavarderez. Je porte mes chefs-d'œuvre à Lorquin, et Lorquin voit ça, il cherche la formule la plus gentille possible, la moins blessante, mais vous allez voir quand même. Il me dit, c'est la poésie d'un gosse de 6e.
tu vas t'avaler ça. Et Lorquin ne veut plus me voir. Fini, je ne l'intéresse plus. Il ne veut pas. Je fais ma première expo à Cahors, j'avais 21 ou 22 ans je crois. Et là je l'ai forcé à venir. Si vous voulez, je l'ai pris presque par la veste, je l'ai tiré et il est venu. Et il vient avec un copain, et comme je vous disais tout à l'heure, vu que j'étais sur une autoroute encore à 20 ans, et j'avais fait des essais abstraits et d'autres choses, il rentre d'un revers de main, et il me dit j'ai horreur de ça, mais alors avec un dégoût, toute l'abstraction, j'ai horreur de ça. Et il rentre dans une salle où il y avait quelques pièces figuratives, et il me dit écoute Marc, j'ai pas le temps aujourd'hui, comme quoi il venait vraiment pour faire sa BA, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais je t'invite à déjeuner demain, et on passe la journée ensemble. À partir de là, il a accepté de me corriger, et il m'a corrigé jusqu'à sa mort, j'avais 38 ans. Je lui dois à peu près tout ce que je sais de la sculpture, hormis ce que m'a apporté Fournier quand j'étais jeune, la technique. Mais il faut savoir que la technique, c'est pas plus compliqué d'être sculpteur que d'être électricien ou mécanicien. N'importe quel abruti, je vous dis, je prends un abruti, là, vous me montrez un abruti, je le prends pendant 15 jours à côté de moi à l'atelier. Si au bout de 15 jours il ne sait pas faire une tête, c'est plus qu'un abruti, quoi. C'est à aller se pendre, quoi, hein. Donc, il faut savoir que ce n'est pas un métier plus compliqué que les autres. Le seul truc qui nous différencie, c'est que ce n'est pas parce qu'on connaît les techniques qu'on est sculpteur. Être sculpteur, c'est autre chose. C'est un autre engagement. Et d'autant que c'est un métier qui est terrible, parce que comme moi, aujourd'hui, j'ai 55 ans, 40 ans de métier, mais j'ai déjà produit beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de sculptures. Donc, c'est des sculptures que je n'aurais plus à faire. Donc, à mesure que j'avance, ça devient de plus en plus compliqué à faire de la sculpture. À mesure que j'avance, la beauté s'éloigne quelque part aussi. À mesure que j'avance, à mesure que je connais, eh bien, tout se réduit davantage. Et quand j'étais tout jeune, j'avais de nombreuses joies, j'avais plein de joies fréquentes. Le jour où je suis arrivé à faire un nez qui ressemble à un nez, youpi. Après tu sais faire une oreille, youpi. Après tu sais faire une tête, youpi. Et ça arrive très vite parce que c'est pas plus compliqué que d'être électricien ou plombier. Donc, vous avez plein de petites joies fréquentes. Mais aujourd'hui, à 55 ans, ces petites-là, joies fréquentes, il n'y en a plus. Les joies que j'ai aujourd'hui, par contre, sont énormes, mais elles sont très très rares. Donc Lorquin, une des choses qu'il m'a appris, et la plus grande leçon qu'il m'ait donnée, avec une engueulade absolument mémorable, je porte une sculpture à Lorquin, j'avais 32 ans, et il la regarde, et il me dit « j'adore ça ». Jusque là, et il me montre les genoux. Et là, il me dit, tu portes Phidias, tu portes Michel-Ange, tu portes Rodin, et toi, petit merdeux de 32 ans, tu te permets de ne pas traiter les genoux. De quel droit? Qui tu es? De quel droit? Tu as le droit de ne mettre que la tête, de ne faire qu'une tête, tu as le droit de faire qu'un pied, tu as le droit de faire qu'une oreille. Par contre, si tu mets des genoux, il faut traiter les genoux à égalité du nez, des oreilles et de tout le reste. Il m'a traité de tout ce jour-là. Il m'a traité de petit merdeux, de petit con, et il m'a expliqué après. Il m'a dit, tu sais Marc, tu as la prétention de durer. Tu veux faire du bronze, tu veux que ça dure longtemps, mais ça va durer un peu puisque tu les fais en bronze. Mais dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, tes sculptures, elles auront disparu. Et il y aura peut-être un archéologue qui un jour viendra gratter la terre et trouvera ton putain de genou. Et ce jour-là, il m'a dit, de quoi on aurait l'air? C'est magnifique, c'est une leçon incroyable. Il m'a appris en plus, et là j'en arrive à cette sculpture. Un jour, il m'a dessiné 3 jambes. Il a dessiné 3 parallèles et il a dessiné 3 jambes. Et il m'a dit, quelle est la plus grande? Je lui ai dit, celle-là. Il m'a dit, ça c'est la jambe de Germaine Richier. À côté, c'est une jambe de Rodin. Et à côté, c'est une jambe d'un être humain normal. Il m'a dit, tu sais pourquoi c'est la plus grande? J'ai dit, mais elle paraît plus grande que les autres. Il m'a dit, mais parce que Germaine Richier, elle vient tricher. Elle prend la cuisse et elle vient l'attacher un peu plus bas. Sauf qu'attacher la cuisse un peu plus bas, c'est facile, mais il faut aussi que le tibia paraisse grand. Donc, il faut tricher avec le tibia un peu derrière pour que le tibia aussi paraisse grand. On choisit les plans de lumière qu'on va traiter et on agrandit ces plans. C'est une très grande leçon de sculpture. C'est là qu'on peut gagner. Donc si je regarde cette sculpture, et il m'a dit ce jour-là, il m'a dit, maintenant, trouve ta grandeur. Tu dois chercher ta grandeur et tu dois la trouver. Si tu veux être sculpteur, il faut trouver ta grandeur. Si vous voyez cette sculpture, j'ai l'impression qu'effectivement les tibias sont longs.
effectivement que la cuisse est longue, effectivement que le torse est long, que les bras sont longs, que les mains sont longues, que les pieds sont longs, que tout est long. Donc pour moi, c'est une belle réussite. Si vous me prenez, je fais 1m80, mes genoux ils sont à 45, mon sexe à 90, sous ma poitrine à 1,35 et au-dessus de ma tête à 180. Si je veux être plus grand, si je multiplie par 2, j'aurai mon genou à 90, mon sexe à 1m80, etc., etc. Mais ça ne vous paraîtra pas grand. Vous direz c'est monumental, il a doublé les mesures, mais ça lui ressemble. Et vous pouvez me multiplier par 10, vous n'aurez jamais l'impression que le tibia est grand et que la cuisse est grande. Vous aurez l'impression que ça ressemble à Marpetit. C'est tout. Et même si on multiplie par 10 fois. Et là, je crois qu'effectivement, je commence à comprendre ce que Lorquin m'a dit ce jour-là. Je commence à comprendre qu'est-ce que c'est la grandeur. Il m'a en outre appris, ce jour-là, et il m'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, que si je ne veux traiter qu'un volume, qu'un nez ou qu'une oreille, j'ai le droit de le faire. Par contre, je dois tout traiter. Et il m'a appris ce jour-là aussi que ce qui n'était pas utile devait être enlevé. Que tout ce qui n'était pas indispensable devait être enlevé. Donc, dans ce volume-là, alors qu'a priori, c'est plutôt une femme, dans ce volume, je n'avais pas besoin de poitrine, je n'avais pas besoin de volume, donc je ne le mets pas. Donc on me dit souvent, pourquoi vous n'avez pas fait les pieds? Pourquoi vous avez arraché une jambe? Pourquoi, comme celle-là, vous n'avez pas mis la poitrine? Eh bien, je n'ai pas mis la poitrine parce que cette sculpture n'a pas besoin de volume au niveau de la poitrine, puisque je veux qu'elle respecte cette forme concave dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est la plus belle leçon de sculpture qu'on m'ait donnée. Et c'est un homme que je vénère, à qui je dois à peu près tout. Et même encore, quand je suis dans un trou, quand je suis mal, de temps en temps, je regarde là-haut et je me dis, Serge, qu'est-ce que je dois faire? Allez, on va passer à la fontaine. On me pose souvent la question de savoir si je suis inspiré. Mais je ne suis pas inspiré. J'ai peut-être été inspiré le jour de mes 14 ans, quand j'ai gratté, en fait, c'est pas le jour de mes 14 ans, quand j'avais 14 ans, et que j'ai gratté ce premier caillou pour essayer de faire ma première sculpture. À la limite, ce jour-là, il s'est passé quelque chose, on peut dire que j'étais inspiré. Et ça m'a vraiment plu, si vous voulez. Ça a été vraiment quelque chose pour moi qui me plaisait. Donc l'inspiration, elle est une fois et unique. Et une sculpture, cette sculpture m'a permis d'être intéressé, donc d'en faire une seconde, d'essayer d'en faire une seconde. Cette seconde m'a permis d'en faire une troisième qui m'a permis d'avoir 40 ans de métier aujourd'hui. C'est une ligne. Quand vous voyez un artiste qui vous dit « moi je travaille que quand je suis inspiré », ne le croyez pas, ou alors c'est pas un artiste. Picasso, Matisse, tous ces gens. J'ai rencontré Couturier, qui était un sculpteur que j'aimais beaucoup et qui est décédé à 103 ans. Je l'ai vu la dernière fois, il avait une centaine d'années dans son atelier. Il était en train de travailler et il n'attendait pas d'être inspiré pour travailler. Si vous voulez, avant tout, faire de la sculpture, c'est travailler. L'inspiration, éventuellement, elle peut venir. Je regarde une personne d'entre vous et je dis, tiens, cette attache de cou là, elle m'intéresse, c'est vachement bien. Donc ça, au fond de moi, je l'emmagasine, je le retiens, et un jour ou l'autre, ça peut ressortir dans ma sculpture. Mais c'est vous qui m'inspirez quelque part. C'est tout le monde. J'ai pas des idées de génie comme ça qui me viennent. Sauf de temps en temps, si vous voulez, il y a quand même une idée qui vient de manière très simple comme ça. Et celle-là est venue alors que j'étais à l'hôtel à Clermont-Ferrand et j'ai ouvert la fenêtre, il y avait un petit balcon et je me suis penché, j'ai vu une fontaine et j'ai dit « Ah mais tiens, moi aussi j'ai envie de faire une fontaine, ce serait vachement bien ». Donc j'ai dessiné en vitesse un petit croquis, le personnage debout comme ça, la vasque et 4 pieds. Et voilà, j'étais content, voilà, c'est ça l'inspiration si vous voulez, c'est juste se dire « Tiens, mais moi aussi je vais faire une fontaine ». Vous voyez que l'inspiration c'est pas grand chose. J'ai attaqué ces 4 pieds et la vasque et au départ, j'avais pas prévu le cheval. J'avais prévu d'y mettre 3 ou 4 personnages dedans. Sauf que quand j'ai vu la vasque, comme ça, j'ai trouvé qu'elle ressemblait à la forme d'un cheval à l'envers et que un cheval rentrerait de manière étonnante dans ça. Donc de suite, j'ai décidé de faire un cheval. D'autant que si vous regardez de nombreuses fontaines, depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui et surtout au 19e, vous voyez qu'il y a énormément de fontaines qui montrent des chevaux.
qui ont des chevaux avec. Donc quelque part, en mettant ce cheval, je m'inscris aussi dans la tradition de la sculpture. Et après, j'ai décidé de faire ce personnage-là avec l'eau qui descend. Et bon, elle n'est pas en eau, mais elle sera en eau un jour ou l'autre. Tout ça donc pour vous dire qu'il n'y a pas d'inspiration. Tout ça aussi pour vous dire que parfois, le sujet dépasse amplement le sculpteur. Et c'est une bonne chose. Si vous voulez, si le sujet n'était pas dépassé, ce serait très triste. Ne croyez pas que j'ai... c'est vous qui avez les réponses des sculptures. Moi, j'y mets ce que je peux. Et je suis sûr que là, sur les 100 et quelques personnes que vous êtes, il y a 100 personnes qui regardent mes sculptures avec 100 regards différents. Et ce que vous y voyez, c'est que sans doute ça y est. Ce que vous y voyez, ça y est, puisque vous le voyez à travers ma sculpture. Mais je ne l'ai pas mis dedans. La réponse des sculptures, c'est vous qui l'apportez, c'est pas moi. On va passer à côté. J'utilise très régulièrement, comme vous avez pu le voir, des objets sur lesquels je pose des personnages. Il y a le lit, le pliant, le sommier, il y a beaucoup de choses, des chaises. J'utilise jamais d'objets neufs. J'utilise que des objets qui ont déjà vécu. Et en particulier, j'adore utiliser des chaises qui ont été dans mon atelier, qui étaient mes chaises, mais vu que je me balance, je me recule, tout ça, j'en casse beaucoup. Enfin, je les abîme très vite et j'ai du mal à les jeter, donc j'essaye de les recycler et d'en faire des sculptures. La première des choses que vous devez vous poser comme question, quand vous voyez une sculpture avec un objet, c'est quel est le lien et comment le personnage est posé sur cet objet. Là, vous avez ce personnage qui est posé là, mais si je venais me mettre devant, là, et que je vous fasse la même chose, je ne touche pas le personnage, je le coupe et je vous l'amène là. Si je vous l'amène là, je vous garantis que le personnage vous dira complètement autre chose. Et si je vous l'amène là, il va vous dire « Attends, là tu es chez moi, il y a la barrière, tu passes pas ». Là, il ne nous dit pas du tout ça. J'aime beaucoup cette sculpture pour une raison très simple, c'est que sa géographie nous empêche d'avancer vers elle. Sa géographie me bloque, je ne peux pas m'avancer. Elle m'impose une distance, de fait, par le lit. Il faut savoir que j'ai fait cette sculpture après avoir vu ma grand-mère décédée. Non pas que je suis en train de vous raconter la peine que j'ai eue de perdre un être cher, ça regarde personne, mais le fait d'assister à la mort de quelqu'un, pour moi ça a été un moment absolument bouleversant. Quand je dis bouleversant, ça a été un moment qui m'a permis d'être un autre homme. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, je suis devenu quelqu'un d'autre. Ça m'a modifié complètement. J'ai appris ce jour-là, et c'est même pas appris, j'ai incorporé ce jour-là ma finitude. J'ai appris ce jour-là que j'allais mourir. Et je sais ce que c'est. Pour moi, depuis ce jour-là, demain n'existe pas. Et il n'y a qu'aujourd'hui et hier. Alors je fais des projets, mais demain n'existe pas. Donc ça m'oblige à une chose. Si je vous embrasse, c'est je vous embrasse. Je sais que je peux vous embrasser aussi pour la dernière fois. Ça m'a appris à embrasser mes enfants. Ça m'a appris à embrasser ma femme. Ça a appris à embrasser mes amis. Et ça m'a appris à dire merde quand je voulais dire merde. Depuis ce jour-là, je crois que je suis plus fort. Ma grand-mère m'a fait le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire. J'ai compris ce jour-là en plus que si on m'offrait l'immortalité, ce serait la pire des choses. Il n'y aurait rien de plus insupportable que l'immortalité. Si je vous dis que dans 3000 ans, je serai encore là, ou dans 5000 ans, je serai encore là, et vous serez encore là dans 5000 ans, est-ce que vous allez venir aujourd'hui assister à la visite guidée? Vous viendrez dans 3000 ans où on a le temps. L'immortalité nous rendrait impuissants. L'immortalité nous empêcherait de faire. L'immortalité nous empêcherait d'aller chercher l'eau. Parce que la vie, c'est quand même aller chercher l'eau. C'est pas être assis à côté du robinet. Il n'y a aucun intérêt à être assis à côté du robinet. Ce qui est beau, c'est d'avancer. C'est le chemin. Et ma vie est un chemin, mais qui peut s'arrêter, je le sais, à l'instant. Et c'est quelque chose qui m'a donné toute la force de vivre
toute l'envie de vivre, tout l'amour de vivre. C'est ce jour-là que j'ai compris que c'était maintenant et que c'était vraiment maintenant. On va aller à l'Exode. J'ai fait cette sculpture parce que j'avais les 2 fers de charrette qui étaient à l'atelier et qui m'encombraient. Donc dans ces cas-là, soit je jetais les fers, soit j'en faisais quelque chose et j'ai décidé de faire une sculpture. Donc j'ai commencé à faire un sirop de charrette et à mettre les cieux. Et après j'ai décidé évidemment de mettre un personnage au-dessus. Et quand j'ai eu ces roues vides, j'ai dit qu'est-ce que je peux bien y mettre. Et c'était la même période que le parc, donc j'ai décidé d'y mettre des enfants dedans. Quand je suis à l'atelier, je n'apporte avec moi rien du tout. C'est pas parce que je suis content que je vais faire une sculpture gaie. C'est pas parce que je suis triste que je vais faire une sculpture triste. C'est pas parce que j'ai bien mangé que je vais faire une sculpture obèse. Si vous voulez, ça, je ne rentre pas. Marc Petit, le bonhomme que vous avez là, ne rentre pas à l'atelier. Et c'est d'y rentrer que le sculpteur. J'essaie de me borner à équilibrer un volume dans l'espace. Mais je sais évidemment que je vais le charger de quelque chose. Je sais que si je suis honnête, si je ne triche pas, si je vais essayer de comprendre, je vais mettre de l'émotion, je vais mettre du sentiment. Et je n'arrêterai la sculpture que, et ça je le vole à Jean Rustin, qui est un peintre que j'adore, que quand la sculpture me fascine. Je crois que c'est à ce moment-là. Mais ne croyez pas que j'arrive en disant « Tiens, je suis triste, je vais faire quelque chose de triste ou de bouleversant ». Sachez en plus que je ne fais pas de sculpture pour emmerder le monde. J'essaye vraiment que vous compreniez qu'il y a quelque chose d'autre, de primordial dedans. C'est que derrière cette image très noire, très sombre, parce que je ne suis pas normal, je sais, je suis spectateur de mon travail, derrière cette image tragique, il y a quelque chose de primordial et de beaucoup plus important, il y a quelque chose de très tendre. Et c'est quelque chose de très tendre, je vous promets. Pourquoi c'est quelque chose de très tendre? Parce que je suis un homme tendre. Et c'est quelque chose de très tendre parce que, comme je vous ai dit à la première sculpture dont j'ai parlé, elles contiennent toute leur jeunesse. Et il y a, en plus, dans cette tendresse qui est masquée par cette chose très sombre, ce qui me paraît la dimension la plus importante qu'on trouve dans mon travail, c'est que ce côté sombre et tendre, qui sont antinomiques a priori, fabriquent une énigme. Et ne vous trompez pas, pour moi aussi c'est une énigme. Moi je n'ai pas plus de réponses que vous, je ne sais pas plus. Mais cette énigme fait qu'en définitive on se retrouve à se poser des questions, ce qui est quand même le rôle essentiel d'une sculpture, poser des questions et ne pas y répondre. Je suis là pour essayer de vous poser des questions et que surtout je n'y réponde pas. D'autant qu'en plus, une sculpture est là, ou une œuvre d'art en général est là pour plein de raisons, mais avant tout pour agrandir le temps. Si vous allez voir une pièce de théâtre, que vous passez 2 heures à regarder un concert et que vous ressortiez exactement de la même façon que comme quand vous y êtes entré, vous avez perdu 2 heures. Ça n'a servi à rien. Une œuvre d'art est là pour nous modifier, qu'on le veuille ou pas. Un concert de musique est là pour nous rendre heureux, donc il nous modifie. Lire un bon roman, ça nous rend heureux, donc ça nous modifie. Une œuvre d'art qui ne vous modifie pas n'est pas une œuvre d'art. Certes, il y a les romans de gare. Certes, éventuellement, si vous avez 2 heures à passer dans un train, vous allez prendre un roman de gare ou des revues. Mais c'est pour tuer le temps. Et une œuvre d'art est là pour créer du temps, ou en tout cas pour l'allonger, en tout cas pour lui donner plus d'ampleur. Comment vous dire? C'est un peu peut-être comme le bien-être après le plaisir. C'est plus tout à fait pareil, mais ça se prolonge. C'est le temps qui dure un peu plus. On prolonge le temps comme après le plaisir. Une œuvre d'art est là pour ça. Il y a une très grosse différence en plus entre un chef-d'œuvre et une œuvre. Et là, je ne parle pas de mes sculptures. Entre un chef-d'œuvre et une œuvre. Un chef-d'œuvre est absolument inépuisable. Si vous prenez Antigone, qui est un texte que je connais très bien et que j'adore, ce texte de Sophocle est bouleversant. Je l'ai lu pour la première fois, j'étais en seconde, on l'avait étudié, et en seconde à 16 ans, je disais, j'étais à fond pour Antigone, super Antigone, elle a raison. À 20 ans, je dis, oh, à 25, on dit, putain, c'est quand même une petite merdeuse, Antigone. Et on peut lire ce texte à 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans,
on trouvera toujours des choses à épuiser dedans. Et en le lisant, je l'ai relu récemment alors que je le connais presque par cœur, je l'ai relu récemment et je me suis dit, mais ce qu'il y a de tragique là-dedans, cette tragédie, elle ne vient pas d'Antigone qui va être exécutée parce qu'elle a enterré son frère. Elle vient parce que Créon, qui est le roi, eh bien, il est obligé de faire son boulot de roi. Antigone, qui est la petite merdeuse, elle est obligée de faire son travail de petite merdeuse. Aimon, qui est le futur mari, qui va se suicider, eh bien, il est obligé de faire le travail d'Aimon. La tragédie, c'est qu'on ne peut pas sortir de ce qu'on est. C'est ce qui fait la différence entre une œuvre et un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre est absolument inépuisable. Un chef-d'œuvre, vous avez beau le côtoyer au quotidien, il vous posera toujours des questions. Et plus vous porterez de réponses, plus il vous posera de questions. Et c'est vraiment la différence. Le jour où vous avez un tableau au mur qui ne vous pose plus de questions, vous savez que vous avez affaire à une œuvre. Si ça vous pose des questions pendant 50 ans, c'est un chef-d'œuvre. C'est la grosse différence. Il y a aussi une différence, Cathy, à boire. Il y a aussi une très grosse différence qui permet de voir si on a affaire à une œuvre d'art ou pas. C'est la différence entre le joli et le beau. Vous n'entendez pas bien? Eh bien, si vous voulez, on va passer un peu là-bas alors. Et vous me rappellerez que j'en suis au joli et au beau. Donc il y a, à mon avis, une très grosse différence entre le joli et le beau. Et comme je vous ai dit que le but, tout à l'heure, je vous ai dit que le but d'un artiste était de s'approcher de la beauté, j'ai appris au cours des temps à comprendre qu'il y avait quelque chose de complètement antinomique entre le joli et le beau. Et que si on voulait toucher à la beauté, il fallait évidemment éliminer tout ce qui était joli. Pour vous expliquer comment je comprends le joli, je vais vous l'expliquer comme quand je l'explique à des enfants. Quand je vais parler dans les classes maternelles ou dans les CE1, dans les petites classes, je leur explique une chose. Si tu as une petite copine qui est mignonnette comme tout, mais vraiment mignonnette, mais par contre qui te tire les cheveux et qui te dénonce à la maîtresse, est-ce qu'elle est belle? Et tu en as une autre à côté qui est un peu moins jolie, un peu moins à son avantage, et par contre elle partage son goûter et elle te câline. Est-ce qu'elle est belle? Eh bien les enfants savent répondre à ça. J'en ai jamais un qui m'a dit non, moi je préfère la petite jolie. Voilà, donc vous voyez bien que la beauté déjà, elle fait appel à l'émotion, elle fait appel au sentiment, elle fait appel au sensible, elle fait appel à ce qui peut se passer entre nous, à quelque chose de cet ordre. Si on se limite au joli, c'est terrible. La différence entre le joli et le beau, c'est très simple aussi. La sculpture, enfin, cette seule maison, la maison qu'on nous a offerte, dont je vous ai parlé, qui est notre corps, il ne faut pas l'aimer une fois qu'il est maquillé et douché. C'est au lever du lit qu'il faut l'aimer. C'est quand on se lève qu'on a la tête de travers comme ça et que moi j'ai les sourcils comme ça. Là, c'est là qu'il faut s'aimer. Parce qu'autrement, si je m'aime que maquillé, c'est sans doute L'Oréal qu'il faut apprécier et pas nous. Et moi je m'aime bien quand même. Et je m'aime bien quand j'ai les traits tirés. Alors, des fois c'est pas agréable de voir sa gueule le matin. Mais par contre, c'est ça qu'il faut aimer. Parce que là, on est vraiment dans la vérité, on n'est pas apprêté. D'autant qu'en plus, le joli peut nous éloigner de la beauté. Imaginons que je sois constructeur de voitures. Voilà, je veux construire des voitures et je viens de réaliser un moteur incroyable. Je suis persuadé, j'ai fait le plus beau moteur du monde. C'est ça la révolution. C'est ce moteur la révolution. Si je veux vous montrer cette voiture avec ce moteur révolutionnaire, je ne vais pas vous mettre des milliers d'enjoliveurs. Je ne vais pas mettre les phares en or massif. Parce que quand vous allez arriver, vous direz « Putain, ces phares qui sont beaux !» Et bien là, vous allez laisser la voiture la plus sobre possible pour que tout se concentre sur le moteur. Puisque c'est le moteur que vous voulez montrer. Et bien la sculpture, c'est ça aussi. La sculpture, pour essayer de s'approcher de la beauté, doit éliminer le joli. D'autant que le joli, si vous pensez sujet, évidemment que mes sujets ne sont pas jolis. Mais si vous prenez la jeune fille à la perle de Vermeer, si vous prenez un bouquet de fleurs de Fontaine-Latour, si vous prenez la Mara desnudada de Goya, que je sache,
quand vous allez au Prado ou quand vous allez dans tel musée, quand vous voyez la jeune fille à la perle de Vermeer, vous ne dites pas « Tiens, il est joli ce tableau ». Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Vous voyez très bien qu'il y a une différence entre joli et beau. La beauté, c'est plus fort, plus dense, plus profond, plus intense, plus intelligent. La beauté fait appel à tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons de meilleur en nous. Si on se limite au joli, c'est catastrophique. Alors, ces sculptures, je les ai réalisées il y a 5 ou 6 ans parce que j'avais des crânes dans l'atelier. J'avais des crânes que j'avais modelés quand j'avais une vingtaine d'années, mais pas pour faire des sculptures, juste pour apprendre l'anatomie du crâne, juste pour essayer de comprendre la différence qu'il pouvait y avoir entre un crâne et un crâne, quelle pouvait être la différence entre un crâne féminin et un crâne masculin. J'essayais de comprendre ça. Donc j'avais ces 5 crânes qui étaient dans l'atelier depuis 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, et qui étaient là à me narguer parce que je ne pouvais pas m'en servir, parce que ce n'était pas des sculptures, c'était des études anatomiques. Et un jour, j'ai dit quand même, je ferai une sculpture. La première fois que j'ai modelé un crâne, réellement en sculpture, c'est une sculpture que j'ai failli détruire. J'avais mis un personnage sur une vache. Alors, la vache était allongée, le personnage était debout sur cette vache, donc il y avait les cornes de la vache qui montaient, le vide entre les jambes et les 2 bras comme ça qui montaient vers la tête, et la tête était terrible, était beaucoup trop forte et je ne pouvais pas la garder. Donc j'étais à 2 doigts de détruire la sculpture et en désespoir de cause, j'ai pris une boule de terre là et j'ai mis cette boule de terre entre les mains de la sculpture et il y a eu une empreinte de mes 2 pouces qui ont fait comme si c'était 2 orbites. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est doux maintenant qu'il y a ce crâne. Parce que c'est la forme, ce vide qu'il y avait entre les jambes qui remontait, qui mettait la tête trop forte, ça s'est complètement atténué, parce qu'à partir de là, il y avait un circuit qui adoucissait la totalité de la sculpture. Donc, vous voyez que ce crâne, alors que les gens qui le voyaient disaient « Oh là là, ce crâne, elle tient un crâne, quelle horreur !» Et c'est ce crâne qui rendait la sculpture supportable. Donc, j'ai décidé de faire ces grosses sculptures avec ces crânes qui n'étaient pas des sculptures, donc qui étaient des études. Et j'ai choisi de travailler là aussi la terre. J'ai choisi de travailler la terre parce que je voulais parler de l'effacement. Comparé à l'Exode qu'on vient de regarder, qui est très marqué, qui a une forme douloureuse évidente. Celle-là par contre, on pourrait se dire qu'elles sont presque beaucoup plus douces. Et si ces sculptures crient encore un peu, c'est un cri silencieux, et Olivier Pourrion l'a écrit dessus, c'est un cri d'après les larmes. C'est un cri d'après les larmes quand le monde est devenu sec. Je parle aussi de sécheresse parce que je suis issu du Lot. Je suis issu de cette terre qui est beaucoup plus aride que le Limousin. Et j'aime l'aridité. Et mes sculptures sont issues aussi de cette terre. C'est pas le bon exemple avec ça, mais je vous en parlerai un peu plus loin. Mais vous voyez très bien que ma sculpture économise l'eau. Ma sculpture n'a pas d'eau. On voit très bien qu'elle fait attention à l'eau. Mais tout ça, c'est parce que j'ai vécu et je suis né dans le Lot et c'est une terre qui m'est chère puisque c'est ma terre. Si vous prenez un peintre comme Roland de Volder, qui est exposé de temps en temps chez Arcet, s'il n'était pas flamand, s'il était auvergnat, il ne pourrait pas faire la peinture qu'il fait. Donc notre origine géographique est aussi très importante. Donc ces sculptures nous parlent de la disparition, nous parlent de l'effacement, mais je crois aussi quand même qu'elles condensent toujours toute la vie dedans. Si vous regardez bien, elles ne sont plus douloureuses, elles sont dans une autre dimension, elles sont dans autre chose. Et j'ai passé des heures et des heures à une chose qui était pour moi la chose la plus importante, la manière dont le personnage tient le crâne. Si vous regardez bien comment les 5 personnes tiennent le crâne, vous serez persuadé qu'elle ne le tombera pas, et vous serez persuadé qu'elle le tient avec un respect et avec quand même sans forcer trop dessus. Il y a un très grand respect dans cette manière de tenir. Et ça, j'ai mis énormément de temps à régler la manière dont elle tenait ses crânes. C'est des sculptures que j'aime beaucoup. Et ce qui est très étonnant, c'est que nombre de mes amateurs ont du mal avec parce qu'ils les trouvent trop douces. Alors que pour moi, c'est sans doute les sculptures les plus terribles que j'ai produites.
Et elles ne sont pas terribles parce qu'elles tiennent le crâne. Hein. Le crâne, on s'en moque, c'est pour autre chose. C'est pour cet effacement, c'est pour cette espèce de chose qui est en train de disparaître sous nos yeux. Et qui contient encore tout, j'espère. On va aller au bûcher. Donc c'est une sculpture que j'aime beaucoup et là aussi comme la famille, vous voyez très bien que c'est une forme horizontale qui s'oppose à une verticale. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure que Lorquin m'avait dit que les morceaux qui n'étaient pas utiles, on ne les mettait pas. Et évidemment que là, j'ai arraché le bras. J'ai arraché tout le haut du bras. Mais je n'ai pas arraché le bras, parce que le bras, je m'en moque. C'est une sculpture, ce n'est pas un personnage. Ce que je voulais, c'était une forme très très douce comme ça. Et si je vous balance une épaule là, eh bien évidemment que vous n'aurez pas ça. Ce qui m'importait, c'est d'avoir cette forme douce qui répond à une forme douce que vous avez là. Et vous voyez très bien que ça pourrait presque être une maternité. J'ai vu ma femme enceinte. Et c'est doux comme ça. Alors, là aussi, on est dans des oppositions, puisque je vous dis que la forme est très douce, et pourtant les matières sont rugueuses. J'ai fait ça avec du vieux chêne qui a été rongé par les vers, qui a été abîmé, qui a été rogné. Mais je trouve que je voulais de la très grande douceur pour nous monter vers cette tête qui est à peu près intemporelle. On ne sait plus. Toute ma sculpture est un hommage aux femmes. Toutes. À travers ces femmes, ma mère et ma grand-mère. Mais à travers ma mère et ma grand-mère, c'est un hommage aux femmes. Donc quand on me dit que souvent je les brutalise, et que souvent j'arrache les nombrils, et que souvent j'arrache, et que souvent je fais du mal, je vous promets que non. Non, j'aime profondément la vie. J'aimais profondément ma grand-mère, j'aimais profondément ma mère. Et elle me manque. Et toute ma sculpture me les rappelle. Que ce soit le pliant, que ce soit le bûcher, que ce soit ce que vous voulez, ma sculpture est un hommage aux femmes. Parce que vous portez la vie, mais aussi vous nous laissez la première cicatrice, le nombril. On va passer à l'ange. Ah, je vais vous le dire. Attends, 2 secondes, excusez-moi. Madame m'a demandé pourquoi sur un bûcher. Je ne sais pas. Mais je vais vous répondre. Je ne sais pas pourquoi elles sont sur un bûcher, parce que j'avais du bois, et je vous promets c'est vrai. J'avais du bois qui était là, qui était assez joli. J'ai dit qu'est-ce que je peux en faire. Je les ai posés dessus et j'ai dit tiens, je vais mettre ça. Mais ça répond à une autre chose. J'ai fait une série de mythologiques il y a 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement, après avoir fait ce bûcher. Après avoir fait ce bûcher, j'ai dit tiens, je voudrais faire un bûcher, mais je voudrais que la forme sur le haut de la tête réponde un peu aux branches. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une longue chevelure dans le vent. Puis j'ai dit, c'est quand même ridicule. Un personnage sur un bûcher avec une longue chevelure dans le vent, ça ne le faisait pas. Et puis, je me mets à réfléchir, je dis, qu'est-ce que je pourrais faire qui a des cheveux comme ça, enfin, qui a une forme sur la tête. Je dis, je peux y mettre éventuellement des branches sur la tête, mais bon, ça me fait bizarre. Et puis tout d'un coup, comme ça, Gorgone arrive. Gorgone et les serpents. Et je dis, mais ça c'est super, le sujet il est tout trouvé. Donc j'ai fait Gorgone et les serpents. Et après avoir fait Gorgone et les serpents, j'ai dit, mais attends, c'est super, tu peux faire le centaure, la pythie, le minotaure et le sphinx. Je vous promets, 30 secondes avant, je ne m'intéressais pas du tout à la mythologie, pas plus que quelqu'un d'autre si vous voulez. Et j'ai fait des mythologiques. C'est comme ça. Donc vous me posez la question, pourquoi les bois ? Sur celle-là, je ne peux pas vous répondre. Honnêtement, je crois que je l'ai trouvé beau et que j'ai voulu m'en servir. Ni plus ni moins. Comme les roues de charrette de l'Exode, elles m'encombraient à l'atelier. J'ai dit, qu'est-ce que j'en fais ? Je les jette ou j'en fais une sculpture. J'utilise en plus que des objets avec lesquels j'ai vécu. Le pliant, c'était mon pliant.
J'ai fait un tricycle, c'était le tricycle de mon fils. J'ai fait ce lit, c'était un lit que j'avais. Je ne peux pas aller chez Catena acheter, enfin ça n'existe plus je crois Catena, mais donc je ne peux pas aller chez Catena, ça n'existe plus. Mais je ne peux pas aller chez Castorama ou j'en sais rien, acheter un lit pour faire une sculpture, ça m'est impossible. Je ne peux pas travailler du bois neuf, ça m'est impossible. J'aime le bois qui a vécu, j'aime le lit qui a vécu, j'aime la chaise qui a vécu. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir ce truc. Et jeter quelque chose de vieux, ça m'est impossible, si vous voulez. Alors je garde tout, mais de temps en temps, ça m'encombre, donc je fais des sculptures. Je suis sculpteur parce que j'ai des objets qui m'encombrent. Je vais passer à l'ange. Non, tout ça, juste pour vous dire que cette forme concave dont je vous ai parlé fréquemment, cette forme concave est très protectrice. Si vous voulez, après moi, vous viendrez vous asseoir, vous verrez comment vous vous sentez protégé dans cette forme. Au départ, elle n'était pas comme ça, cette sculpture. Je voulais agrandir des sculptures que j'avais déjà faites en petit et qui s'appellent les douleurs et que j'aime beaucoup. Donc j'avais dit, tiens, ça se serait vachement bien, il faudrait que j'en agrandisse une. Alors non pas que je fasse un agrandissement mécanique, mais je me sers de l'idée et je pars. Donc j'ai essayé d'agrandir une de ces douleurs, donc il n'y avait pas les ailes. Essayez de penser que la sculpture, elle était coupée là. Voilà. J'ai voulu agrandir cette sculpture comme ça, et je me suis rendu compte que cette sculpture ne marchait pas, parce que je n'avais pas pensé à la grande leçon que donne Michel-Ange, qui est quand vous voyez le David de Michel-Ange, si vous prenez les photos de face, vous voyez que la tête est trop grosse. Vous voyez que cette tête est déformée. Sauf que Michel-Ange, c'était quand même un très grand sculpteur et qu'il savait que sa sculpture, qui faisait 4 mètres de haut, il y avait quand même de la perspective. Donc quand vous êtes sous le David, vous voyez très bien que cette sculpture marche très bien, qu'elle est parfaitement proportionnée, alors que quand on prend la tête, elle est trop grosse. Et là, j'avais oublié ça, et je me suis retrouvé avec une tête, par contre, qui était donc trop petite. Et à partir de là, il a fallu que je modifie la sculpture, donc j'ai décidé d'y mettre des ailes. Vous voyez comment les erreurs peuvent produire autre chose. Il faut se servir des erreurs qu'on fait. C'est pas grave. Une sculpture, Michel-Ange a expliqué ça très bien. Une sculpture doit être fabriquée et toutes les parties d'une sculpture, pardon, excusez-moi, je suis pas bon. Toutes les parties d'une sculpture doivent contenir la totalité de la sculpture. Michel-Ange disait, vous prenez une sculpture, vous la jetez d'en haut d'une colline et vous prenez tous les morceaux et tous les morceaux doivent vous dire la sculpture entière. Et c'est la réalité. C'est pour ça que Lorquin m'a engueulé avec les genoux. Une sculpture, un morceau d'une sculpture doit tout contenir. Je vous ai dit que c'était une traduction que je faisais de ce que je vois de vous. Si c'est une traduction, on va dire que je conjugue dans telle langue, que j'invente une langue. J'invente la langue qui va modifier les doigts de 1,2. Mais si je modifie les doigts de 1,2, il faut que les pieds soient aussi conjugués de 1,2. Il faut que les genoux soient modifiés de 1,2. Une sculpture est régie par des règles. Elle a une grammaire, une orthographe et un sens de lecture. Une sculpture, ça s'apprend, c'est un métier qui s'apprend, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une sculpture c'est un métier qu'il faut inventer en permanence. Autrement, vous verriez qu'à chaque sculpture, vous finiriez par vous ennuyer. Si vous voyez bien mon travail, entre les terramailles qui tiennent les crânes et celles-là, et les douleurs et les morceaux de bois, c'est pas du tout la même conjugaison que j'utilise chaque fois. C'est une autre histoire que je vous raconte, sans vous raconter l'histoire, mais c'est une autre aventure que je mène à travers le travail de ma sculpture. Je crois aussi qu'il faut accepter que vous ne pouvez pas découvrir mon travail en demi-heure. Une sculpture prend du temps à être vue. Il faut déjà avaler l'image de cette sculpture et il faut accepter de passer outre cette image pour commencer à rentrer dedans.
Je crois en plus, enfin je sais en plus, que j'ai mis 20 ans à faire les sculptures que vous avez là. Alors, soyez sympa avec moi, acceptez de ne pas tout y voir en 1 heure. Je crois que voilà, il y a ça qui nous dit la vérité. Et donc je vous ai dit tout à l'heure, et je vous le redis, je crois que la sculpture a vocation à poser des questions et à ne pas y répondre. Et pour finir, je vais vous dire le plus beau texte que j'ai lu sur la sculpture, sur le métier d'artiste. C'est un texte de Nougaro qui est absolument prodigieux et qui s'appelle « Dans le désert du papier ». Dans le désert du papier, dans le désert du papier blanc, mes vieux chameaux de mots naviguent, croisant parfois les ossements d'un poème mort de fatigue. J'ai soif. Il est des bouches oasis, tout enchantées de phrases fraîches. La mienne suce le supplice d'une langue qui se dessèche. Pourquoi me suis-je, ah là là, aventuré parmi ces dunes? Croyais-je y rencontrer Allah, son burnou, en bure de lune? Il m'aurait dit, ta soif me plaît, voici ma gourde d'eau mentale. Alors, j'eusse bu les couplets d'une chanson fondamentale. Une chanson à l'infini d'un souffle neuf, brisant ces notes qui nous font naître dans un nid, halluciné de becs féroces. Une chanson calmant la soif, de notre soif enfin inondée. Oui, qu'une pluie enfin nous coiffe d'une chevelure d'idées, idées dictées pour en sortir de nos mariages, de leurs divorces, de nos salam alek, au sommet sec de nos puissances. Quand nos enfants claquent du bec dans la patrie de l'innocence. J'ai soif, soif. Je vous remercie. Par contre, je ne suis pas une œuvre d'art, donc si vous voulez me poser des questions, je peux éventuellement essayer d'y répondre. N'hésitez pas si vous avez des choses que vous voulez savoir. Par contre, je vais me rouler une cigarette, je suis un gros fumeur, mais par contre, ça ne m'empêche pas de vous répondre.